C'est à toi. C'est parti. Je vais vous demander de fermer vos ordinateurs puisque tout ce que je vais vous présenter est accessible sur les internets. Voilà. Tout ce que je vais présenter, c'est des choses que vous pourrez facilement trouver. Or, notre travail, ce n'est pas tant de trouver l'information que de savoir l'analyser et la présenter. L'exercice que je vais faire pendant 45 minutes, c'est un exercice que vous devez être tous capables de faire maintenant, que ce soit dans vos entreprises actuelles ou vos entreprises futures, c'est-à-dire pouvoir, dans un format donné, là on m'a donné 45 minutes, mais vous devez être capable de le faire en 5 minutes, en 15 minutes, en 30 minutes, en 2 heures, en 3 heures, de pouvoir expliquer à des gens qui ont des niveaux de connaissances et des perceptions d'un marché très divers et de les remettre au même niveau. Voilà, ça c'est l'exercice typique d'un professionnel du marketing. Voilà, donc je me prête à l'exercice, tout ne sera pas parfait, mais ça peut vous inspirer pour vos propres activités. Donc, fermez les ordinateurs, il n'y a pas besoin d'en avoir. J'ai juste besoin que vous m'écoutiez et que vous suiviez ce que je vais vous proposer, que vous soyez d'accord ou pas. Bonjour Jonathan, on peut l'applaudir, Jonathan Chan, qui sera notre intervenant de 14h30. Voilà, notre influenceur B2B. Donc, effectivement, avant d'avoir le témoignage de Jonathan qui parlera de son activité de créateur de contenu professionnel à temps plein, il racontera un peu son parcours et surtout ce qu'il fait. Donc, vous verrez, c'est, on va dire, un nano-influenceur B2B. Mais il faut savoir comment notre marché a évolué et surtout vers quoi il va. Et donc, hop, c'est parti, s'il veut bien. Tout d'abord, c'est un mémo. Donc, je ne vais pas traiter de cette étude. J'en ai choisi une autre, mais je trouvais que le rapport était pas mal. Donc, c'est le rapport Influence Marketing 2024 de CallSquare. CallSquare, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois une plateforme et une agence qui permet de pouvoir sourcer des créateurs de contenu. Voilà. Ils sont, alors c'est un acteur français, mais qui est disponible sur le marché européen. Et donc, comme tout bon logiciel SaaS slash agence, eh bien, tous les ans, ils proposent une étude afin de faire parler d'eux sur le marché. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du content marketing, voire même de l'inbound, puisque pour télécharger ce rapport, il faut laisser votre adresse mail. Évidemment, vous mettez votre adresse mail étudiante. Voilà. OK, donc téléchargez-le et lisez-le. Je ne vais pas en parler sur cette intervention, mais ça vous apprendra plein de choses. Moi, celle que j'ai choisie, c'est une étude qui est un peu plus connue, parce que Rich, donc pareil, Rich, c'est un acteur très connu sur le marché français, qui est à la fois une plateforme, là aussi, hein, il y a un logiciel propriétaire de Rich qui permet donc de pouvoir identifier que vous soyez agence, annonceur, indépendant, de pouvoir identifier des influenceurs selon la taille de leur communauté, leur activité, leurs tarifs aussi. Voilà, donc c'est une base de données plus, plus, plus. Et donc Rich a été racheté, je crois, il y a 2 ans par un gros groupe du marketing digital qui s'appelle Décuple. Vous le connaissez peut-être, Décuple. Décuple. Voilà, c'est le leader de du marché. Ils ont plein, 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 plein d'agences. Enfin, en gros, c'est un groupe qui structure par fusion-acquisition et donc ils ont acquis Reach sur le segment du marketing d'influence. Voilà, donc j'ai choisi cette étude parce que contrairement à d'autres études qui sont un peu plus macro, eh bien, eux, en fait, ils se basent sur les créateurs de contenu enregistrés sur Reach, donc sourcés sur Reach. Et donc, en fait, je vais vous proposer de faire un focus sur le métier. On peut parler de métier de créateur de contenu pour savoir un petit peu ce que c'est d'être un créateur de contenu en 2024, ce vers quoi on va. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui font déjà ce métier, qui peut-être aspirent à l'être. Ça tombe bien, vous faites les bonnes études. Voilà, je pense que pour être un bon créateur de contenu, il faut d'abord bien comprendre, connaître et utiliser les techniques de marketing digital. Et pour commencer, eh bien, les créateurs de contenu, il faut quand même se demander s'ils ont bonne ou mauvaise réputation. Alors bon, en fait, c'est une fausse question, hein. Ce sont effectivement les mal-aimés de la société puisqu'ils sont incompris. Ils sont incompris par qui? Par les médias. Alors, je vais pas faire un procès contre le mass média, pas du tout. C'est simplement que, en fait, c'est tellement nouveau, ça va tellement vite que effectivement, bah, il y a une incompréhension de ce que sont les créateurs de contenu. Privilégier ce terme de créateur de contenu plutôt qu'un influenceur, influenceuse, même si évidemment dans le langage courant on parle d'influenceur, influenceuse, parce que justement ce terme d'influenceur, influenceuse, eh ben, il est déjà connoté. Il est déjà connoté plutôt négativement. Créateur de contenu, c'est neutre. Et d'ailleurs, les créateurs de contenu eux-mêmes préfèrent qu'on les appelle créateurs de contenu. Voilà, vous avez la subtilité. Hop, pardon, tac.
Et donc, il est mal compris. Il est mal compris parce que, bah, effectivement, d'abord, il y a les types de contenus. Et donc, TikTok, là, n'a pas aidé. Je vais vous parler de TikTok un petit peu plus loin parce que c'est la vraie révolution, en tout cas, du marché pour les créateurs de contenu. Il y a ceux qui y sont, il y a ceux qui y sont pas. Et on a, vous voyez, ces verbatims de la part de créateurs de contenu sur la façon dont ils se sentent perçus par les médias. Et notamment, vous voyez, cette phrase que vous avez en bas, ils mettent encore trop en avance que ce sont des jeunes qui font des danses et gagnent énormément d'argent alors que c'est une minorité. Voilà, effectivement, ce cliché de tac, 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 voilà, je passe ma journée à faire ça et j'ai des marques qui me donnent de l'argent. C'est un cliché qui a la vie dure. Et donc, nous aussi, en tant que professionnels de ce marché, eh bien, il faut qu'on fasse preuve de pédagogie en interne quand on travaille chez l'annonceur, mais aussi quand on est en agence pour expliquer effectivement que ce sont des professionnels. En tout cas, ils se professionnalisent. Pas encore des professionnels tous, mais ils se professionnalisent. Et surtout, je ne vais pas vous l'apprendre, ça marche vraiment. Ça a un vrai impact business. Quand c'est bien fait, ça a un vrai impact business. Il y a également la face sombre de ces créateurs de contenu qui est liée donc au cyberharcèlement. Alors, nous, on a les exemples des gros, hein. Voilà, on a les exemples, par exemple, de Squeezie. Donc, Squeezie qui a été un des premiers gros influenceurs à parler du cyberharcèlement. Euh, alors, il n'a pas été cyberharcelé. En fait, il avait participé malgré lui en fait, au cyberharcèlement d'un de ses followers. Et justement, c'est pour ça que je vous parle plutôt de lui plutôt que d'autres qui ont subi le cyberharcèlement et notamment des femmes. Parce que le cyberharcèlement, c'est un peu comme le racisme ordinaire, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est quelque chose qui est latent et qu'on a du mal à définir parce qu'on a tous un petit peu ancré ça en nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de cyberharceler. On n'a pas envie, mais bon, bah, voilà, parfois un commentaire dans un chat, pendant un live, ou alors soi-même en tant que streamer, ben on n'imagine pas la répercussion que ça peut avoir. Donc, quand vous avez quelqu'un comme Squeezie, on peut même prendre des gens qui sont moins influents, mais quand vous avez, je ne sais pas, 10 000, 50 000, 100 000 personnes qui sont en train de suivre un live et que vous faites un commentaire un peu désobligeant vis-à-vis d'un de vos followers, ben vous ne savez pas ce que ça peut provoquer en face. Vous avez des ultra fans, comme dans le foot, hein, des ultra fans qui derrière vont se dire oh, ouais, ça va, paf, et qui vont harceler la personne en question. Voilà, donc, dans les témoignages de cette étude Rich, il y a un créateur de moins de 30 ans sur 3 qui affirme avoir été victime de cyberharcèlement. Voilà, ça fait partie des réalités de ce métier et ce contre quoi aussi on doit lutter. Responsabilité des plateformes, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais là aussi, ce sera peut-être utile que vous reveniez dessus sur cette étude, sur le fait que, bah oui, en fait, en gros, qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui? Donc, avant d'aller à une action de justice, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de porter plainte voilà, dans votre vie, c'est plutôt assez lourd, hein, même si vous avez la possibilité de faire des pré-plaintes en ligne, etc. Vous ne pouvez pas le faire systématiquement quand vous êtes en tout cas créateur de contenu, dès qu'il se passe quelque chose en ligne. Ce n'est pas possible, sinon vous ne faites plus que ça. Donc, quel rôle peuvent jouer les plateformes? Quelle modération? Ce n'est pas uniquement avec les créateurs de contenu, mais je pense que là aussi, le marché est en train de bouger. Donc, surveillez. TikTok, notamment, c'est quelque chose qui concerne plus TikTok que les autres. Alors, pas parce que TikTok est plus laxiste que les autres, pas du tout. C'est simplement que la moyenne d'âge sur TikTok, comme vous le savez, est un petit peu plus basse. Et on y trouve davantage de phénomènes de cyberharcèlement que sur les autres plateformes, mais aussi parce qu'il y a davantage de monde. Voilà. C'est aussi une question de taille critique. Bon, alors, qui sont-ils? Voilà, c'est une petite introduction sur on va dire, l'actu 2024 des créateurs de contenu, mais ça serait intéressant de savoir qui sont ces créateurs de contenu. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de Squeezie, ou je parlais de Lena Situation, etc. Des gros, hein, vous les connaissez tous ces gros. Eux, ils sont hors catégorie. Voilà, ils sont hors catégorie. Je vais reprendre une métaphore sportive. Quand on parle du football, ok, on peut parler des méga stars, on peut parler de Messi, de Ronaldo, de Mbappé, mais on ne parle pas de tout le football. L'arrêté du football, c'est plutôt le joueur de Ligue 1 voilà, qui est plutôt moyen et qui fait ses matchs. Voilà, c'est ça le football. Ben là, pareil, pour l'influence, eh ben, on va plutôt parler de notre créateur de contenu qui est plutôt, voilà, on va dire un micro-influenceur qui commence à se professionnaliser, mais qui n'a pas une ribambelle d'agents, qui n'est pas en train de prendre des jets privés toutes les semaines. Je ne dis pas que c'est le cas des gros, mais en fait, vous prenez la team Webedia, vous voyez un petit peu tous les influenceurs qui sont sous contrat avec Webedia. Eux, c'est les gros, voilà, c'est la Ligue des champions des influenceurs. Mais ceux qui vivent, eux, en tant que créateurs de contenu,
ça n'a plus aucune commune mesure avec les créateurs de contenu dont on parle ici. D'ailleurs, si vous voulez bosser avec eux, déjà, il faut venir avec un gros chèque. Et c'est plutôt les grosses marques qui vont travailler avec eux parce qu'ils vont être sur des budgets. Je disais ce matin aux étudiants du MCI que le ticket d'entrée pour pouvoir bosser avec Webedia et ses influenceurs, c'est 50 000 euros. Ticket d'entrée. Voilà. Toutes les marques n'ont pas un budget à 50 000 euros. Donc, nos influenceurs en 2024, eh bien, près de 80%, ce sont des créatrices de contenu. Voilà. Et c'est une tendance qui progresse, puisque vous voyez, cette étude Reach, ça fait depuis 2021 qu'elle existe. Et donc, vous voyez, on est passé de 74 à 78%. Alors, vous allez me dire, oh là là, mais pourquoi? Ben, très simple, parce que regardez. Alors, l'âge, ok, d'accord, on l'a, vous avez compris, entre 19 et 30 ans, il n'y a pas de souci. Hop, c'est ça que je voulais vous montrer. Et bien, pourquoi c'est principalement des femmes? Ben, parce que, en fait, les sujets de la création de contenu sont plutôt des sujets dits féminins. Alors, je ne fais pas du tout de théorie de genre, mais simplement, les créatrices de contenu sont les plus performantes, sont les plus suivies, sont les plus régulières sur ces thématiques. Et donc, forcément, le marché va vers ceux qui produisent le plus et sont le plus performants. Et en l'occurrence, ce sont des créatrices. Donc, regardez, là, on voit par exemple le sujet de prédilection dépend largement du genre, c'est ce que je viens de vous dire, mais vous avez à 89% le lifestyle. Et dans le lifestyle, c'est quoi? La beauté cosmétique à 38%, la mode à 37%, la food, donc alimentation, recettes 32%, famille 30%, voyage 30%. OK, ça pose un petit peu le jeu. Donc, si vous voulez vous dire, grosso modo, l'influence, quel est son principal sujet? C'est le lifestyle. Et dans le lifestyle, il y a quoi? La beauté, la mode, la food, les voyages. Voilà, on est là. Ça ne veut pas dire que d'autres sujets ne sont pas concernés. Il y en a, hein, vous voyez, dans les loisirs, on a le sport, là je vous parlais de foot, la high-tech, bien sûr, mais là on va être plutôt sur des sujets un peu plus de niche. On verra notamment Jonathan qui nous expliquera en B2B ce qu'il fait. Mais le panorama, l'overview, elle est principalement sur le lifestyle. Je vous parlais de la professionnalisation de ce métier. Alors en fait, la professionnalisation, pourquoi on en parle? Parce qu'en fait, c'est une question de temps. Qu'on soit créateur de contenu, qu'on soit consultant ou consultante, qu'est-ce qu'on vend? On vend du temps, quoi. On vend notre temps. Donc, quand on est créateur, créatrice de contenu, combien de temps on va mettre à produire tel ou tel contenu? Combien de temps on va mettre à répondre à un brief, à faire une collaboration? Et donc, quel est le prix de votre temps? Et ensuite, quelle performance, en tant que créateur de contenu, vous pouvez garantir? C'est fini hein, la bienveillance vis-à-vis des créateurs de contenu. Hein. Je ne sais pas s'il y en a déjà eu. Mais quand on est une marque et qu'on bosse avec un créateur ou une créatrice de contenu, ce qu'on veut, c'est de la perf. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir garantir de la performance, on va pas bosser avec vous. Puisque vous, en tant que potentiel futur directeur, directrice marketing, vous allez avoir un budget et vous allez arbitrer sur la ventilation de votre budget. Donc en social media, en général, c'est ça. Encore aujourd'hui, l'influence, elle est sur le budget influence. L'arbitrage, il va faire entre quoi et quoi? Entre le pay de pur, entre la publicité, et le marketing d'influence. Donc il y avoir un mix. Bien sûr qu'il y a un mix. On fait les deux. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Mais l'évolution, en tout cas le fait qu'on va pencher le poids du corps peut-être plus vers le paid ou peut-être plus vers l'influence, elle va être fonction des performances attendues et réalisées. Ça, vous le savez aussi par cœur. Donc, forcément, plus d'un quart des créateurs de contenu sur Reach sont à temps plein. Voilà. C'est compliqué, en tout cas, comme on peut le voir pour les autres, donc qui représentent 38%. Vous voyez, en activité professionnelle salariée, en plus d'activité de créateur, voilà, la pression, elle est clairement là. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont concernés, par exemple, font des études, sont alternants, et puis à côté, sont créateurs, créatrices de contenu. Je pense que vous devez avoir des journées bien, bien denses, et des nuits aussi bien denses. Donc, ça se retrouve comment, ces thématiques? Eh bien, ça se retrouve, alors, en hashtag, parce que encore aujourd'hui, en 2024, la classification statistique, elle se fait à partir des hashtags, mais vous savez qu'avec l'implémentation de l'IA au sein des plateformes, de moins en moins, on va
on va s'attacher aux hashtags et les hashtags ne seront plus utiles. Voilà, c'est presque un dinosaure de l'Internet, des réseaux sociaux, le hashtag. L'IA va permettre de pouvoir faire des classifications bien plus fines, notamment en intégrant des éléments directement depuis des vidéos et des photos. Donc, par exemple, je ne sais pas, sur TikTok, vous allez avoir la possibilité de pouvoir identifier toutes les vidéos qui mettent en scène, je ne sais pas, une chaise de Karstadt, quoi. Voilà. Donc, hop, je voudrais savoir combien de chaises de ce modèle-là ont été utilisées par des influenceurs sur le mois dernier. Eh bien, grâce à l'IA, vous serez capable de le savoir et en plus, ce sera traqué. Voilà. Ce n'est pas le futur, hein. C'est déjà aujourd'hui. Enfin, c'est déjà le cas aujourd'hui, sauf que ce n'est pas encore implémenté directement dans les plateformes parce que ça fait peur. Mais ça va arriver d'ici la fin de l'année. En tout cas, TikTok travaille dessus et ça va clairement révolutionner notre façon de bosser. Bon, bref, donc là, on est toujours en tout cas sur les hashtags. Et vous voyez que selon les plateformes, on a en tout cas des thématiques pour les créateurs de contenu qui sont plutôt, vous voyez, donc sur Instagram, on est plutôt, encore une fois, sur la mode, la photographie. Ça reste toujours un réseau social très émotionnel, très, très visuel. Là où sur YouTube, vous voyez la stratégie de YouTube d'aller chercher Twitch. Voilà, aujourd'hui, Twitch, c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué, malgré le fait que Twitch soit adossé à Amazon, et malgré le fait aussi que Twitch ait lancé un plan de sponsorisation de créateurs de contenu maison. En fait, que fait Twitch? Twitch va identifier des créateurs de contenu, soit qui sont déjà sur Twitch, soit ailleurs, donc qui ont déjà une communauté, pour les fidéliser sur Twitch et les payer dans le cadre de leur stream. C'est pas déconnant comme façon de faire, hein. C'est effectivement de dire, en gros, si vous voulez voir mes streams, si vous voulez voir mes lives, c'est uniquement sur Twitch. Sauf que ça reste encore très gamer, très masculin, très testostérone. Et ils ont un souci en fait de branding. C'est ça, c'est qu'en fait aujourd'hui Twitch, ça n'attire pas trop les filles, les jeunes filles plutôt, les femmes, et puis d'une façon générale, quand vous avez envie de, je sais pas, de vous renseigner sur des recettes de cuisine, etc., je dis n'importe quoi, hein, vous n'allez pas sur Twitch. Donc il n'y a pas ce réflexe consommateur qui a encore été créé sur Twitch, alors que vous l'avez déjà sur YouTube. Donc c'est beaucoup plus facile pour YouTube de lancer une offre gaming, puisque techniquement parlant, on peut faire très facilement des lives à l'instar de Twitch sur YouTube. Et en plus, YouTube est beaucoup plus accessible parce que vous n'avez pas tous ces trucs de code très Twitch, par exemple faire des raids, pour ceux qui sont sur Twitch. Voilà. Donc, quand on n'est pas sur Twitch, on ne comprend pas ce que c'est un raid. On ne comprend pas trop ce que c'est. Le fait de tiper aussi, d'envoyer des tips pour soutenir un créateur de contenu sur YouTube, c'est moins le cas, c'est moins systématique. D'accord? Donc, vous voyez, Fortnite sur YouTube. Voilà, donc quand on dit Fortnite, on dit quel âge à peu près? C'est quoi l'âge de Fortnite? Ouais, j'entends 11-12 ans, 11-12 ans, on est là, quoi. On est là, donc on est 6e, 5e. Voilà, Fortnite. Je pense qu'ici, on a des joueurs, des anciens peut-être joueurs de Fortnite, mais Fortnite, ça cartonne sur l'entrée de collège. Voilà. Interrogeons-nous aussi sur les futurs consommateurs. Pardon de parler comme ça, mais les futurs consommateurs qu'on va avoir en face de nous, pour qui le premier réseau social, c'est Snapchat. Donc le premier réseau social qu'ils utilisent, qu'ils découvrent, c'est Snapchat. C'est celui qu'ils installent dès le CM2, la 6e. Pourquoi? Parce que c'est l'âge du premier smartphone. Âge du premier smartphone, première plateforme de réseaux sociaux qu'on installe, c'est Snapchat. Pourquoi Snapchat? Pour les messages éphémères. Et les filtres et le côté rigolo. Super. Après, on passe à TikTok, on passe à Insta, tout ce que vous voulez. Mais en gros, la première expérience que vous avez, qu'on a aujourd'hui quand on est en 6e, 5e, qu'on a entre 10 et 12 ans, c'est Snap. Pareil, le premier jeu vidéo de masse quand on a 10, 12 ans, c'est Fortnite. Donc, on est déjà dans quelque chose de très social. Le jeu solitaire, on va dire l'expérience solitaire du divertissement digital, elle n'existe plus vraiment. Vous voyez, on n'est pas à peu près de la même génération, mais je pense qu'on a 10 ans d'écart. Enfin, je parle des étudiants de l'IM, après le MCI, ils sont plutôt de ma génération. Mais vous avez grandi encore avec une pratique du divertissement digital qui était plutôt solitaire. Voilà. Là, c'est plus le cas. Donc, nos créateurs de contenu, qu'est-ce qu'ils privilégient comme plateforme en 2024? Alors déjà, parlons de la taille de leur communauté. Donc, en moyenne, nos créateurs de contenu, ils ont envoyé 70 000 abonnés sur Instagram.
Donc 70 000 abonnés sur Instagram, c'est quoi? C'est plutôt micro-influenceur, c'est ça, hein? Voilà. Et bien en gros, l'influenceur avec qui vous bosserez quasiment tous sur Instagram, c'est plutôt un influenceur qui aura entre 50 et 80 000 abonnés. Et ça tombe bien parce que c'est justement ce que les marques veulent. Ils veulent ce type d'influenceurs parce que c'est des influenceurs encore à taille humaine. C'est-à-dire que 70 000 abonnés, oui, c'est énorme. Mais on est encore capable de pouvoir faire une cartographie de ces 70 000 abonnés. On est capable de savoir où ils habitent, quel âge ils ont, sur quoi ils interagissent, quels sont leurs centres d'intérêt. Là, ça fait sens de faire un persona marketing. Quand vous avez 2-3 millions d'abonnés, ça n'a plus beaucoup de sens. Enfin, ça n'a plus beaucoup de sens. Oui, on peut le faire, hein. On peut le faire, mais quels enseignements, quels insights on va en sortir? Pas grand-chose. Sur TikTok, vous voyez, on monte. De toute façon, TikTok, il va tout plus grand que les autres. On est proche des 100 000. Voilà, donc quand on est un créateur de contenu professionnel sur TikTok, en dessous de 100 000, on ne pèse pas vraiment dans le game. Voilà, donc il faut passer cette barre des 100 000. Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai des TikTokers en face de moi. Il y a cette fameuse barre des 100 000. Ils vous disent, faut que je passe, faut que je passe les 100 000 parce que c'est le moment où on sort de la boue, on sort des tranchées et on commence à avoir une viralité organique qui vous permet en gros de plus être toujours dans l'optimisation de vos contenus. D'ailleurs, tiens, Jonathan, tu es à combien toi sur TikTok? Pas beaucoup. Tu t'es lancé il n'y a pas longtemps, mais ça monte très vite. Tu dois être à combien là? Ok, d'accord. Oh, bon, ok. Bon. On va nous raconter tout ça. Parce qu'ils sont bien tes TikTok, ils sont pas mal. Et sur YouTube, YouTube, vieux réseau social, mais je vous rappelle, hein, c'est toujours le deuxième réseau social en France. Le premier étant Facebook. Eh ouais. Toujours. En tout cas, en termes de trafic, hein. On ne dit pas en termes de volume de contenu. Facebook est dépassé, mais en termes de trafic et de connexion, c'est toujours Facebook. Et évidemment, YouTube. Et donc, vous voyez, 132 000 abonnés sur YouTube. Là aussi, je ne sais pas si j'ai des YouTubeurs. Pour arriver à 132 000, à 130 000, faut y aller. Hein. Faut envoyer des vidéos et des shorts. Donc, Instagram, encore en 2024, c'est la plateforme majeure des créateurs de contenu. Est-ce que vous savez pourquoi Instagram, c'est toujours le number one pour les créateurs de contenu? À votre avis, vous qui êtes des pros du marketing, il y a une raison. Oui. Ok, donc toi, tu as une vision plutôt contenu. Donc effectivement, Instagram permet de pouvoir avoir et un feed, donc c'est-à-dire une logique verticale, une logique horizontale avec les stories, et puis des formats, donc les Reels, qui sont en fait l'imitation enfin l'adaptation des TikTok sur Insta. Donc ça permet, on va dire, une créativité peut-être un peu plus grande en termes de contenu. Pourquoi pas? Mais c'est pas la raison. Oui, maturité de la plateforme. Oui, on va dire que c'est une conséquence. C'est une conséquence de l'élément que j'aimerais que vous me trouviez. C'est vrai qu'Instagram, bon, ça fait maintenant un petit moment qu'il est dans notre paysage des usages et surtout la maturité, comme tu le dis, ça veut dire qu'en fait toutes les tranches d'âge sont présentes sur cette plateforme. TikTok est arrivé à la maturité en France en 2023. Maturité, ça veut dire qu'on retrouve toutes les tranches d'âge, mis à part les très âgés, hein, les EHPAD, on ne les compte pas, mais jusqu'à 70 ans, on peut trouver des gens sur TikTok. Quelle est la raison? Ouais. Non, pas la proximité. C'est trop intelligent ce que vous me dites. On peut trouver donc le contenu sur Instagram qu'on peut trouver sur votre plateforme? Non. Non, c'est en lien avec l'introduction. Je vous ai dit un truc sur pourquoi on regardait cette étude. Ouais, vous avez des marques? Ouais. Ouais, veulent du rendu, veulent du cash? Ouais. Non. Ah, j'ai cru que t'étais sur la tête. T'étais pas mal et puis la sortie de route là. Ouais. Ouais, oui, ouais, oui, oui, oui. On va plus loin. Donc, votre camarade vient de dire ça fait partie de Meta, donc l'écosystème publicitaire est au point. C'est vrai. C'est pas le e-shopping, non. Bon, allez, je vous le dis. C'est la raison pour laquelle Snapchat n'a pas réussi à décoller. Vas-y. Démographie, non? Non. Oui.
Ouais, et alors? Ils n'ont pas réussi pourquoi, Snapchat? Pas assez de stats, pas assez de métriques, pas assez de data, les amis. C'est ça. Instagram, donc c'est partiellement ce que votre camarade a dit sur le fait que oui, il bénéficie de l'écosystème Meta. En fait, il bénéficie surtout du savoir-faire en termes de data et de perf. Je vous ai dit, si derrière on s'investit sur une plateforme quand on est un créateur de contenu, c'est parce que derrière on doit pouvoir générer de la perf. Et cette perf, elle doit être mesurable. Mesurable par quoi? Ben, par les outils maison. Et donc, effectivement, bah, quand vous faites une collaboration avec un créateur ou une créatrice de contenu sur Instagram, c'est hyper quali les stats que vous avez derrière. Et en plus, quand vous êtes bon, vous pluguez, vous mettez une API sur votre compte publicitaire et vous pouvez aspirer la data pour la remouliner dans votre propre CRM et ça vous fait une super campagne avec des résultats quasiment automatisés. Je peux le faire avec Meta, je ne peux pas le faire avec Snap. Je commence à pouvoir le faire avec TikTok. Parce que TikTok, justement, comme il est arrivé plus tard sur le marché, bah, il a pu dire, OK, qui fait niveau créativité, niveau fonctionnalité, Snapchat est au top. Niveau écosystème data, Meta est au top. Et donc TikTok s'est dit, bah, je vais aller prendre le meilleur de Snap, le meilleur de Meta et je vais créer ma plateforme. Donc effectivement, pour ceux qui ont déjà fait des collaborations avec des TikTokers, pareil, hein, les métriques que TikTok donne aux influenceurs, aux créateurs de contenu, que les créateurs de contenu peuvent vous livrer, sont plutôt quali. C'est plutôt aligné sur Insta. Donc voilà, la raison, c'est pas que les gens préfèrent Insta, c'est pas parce que la plateforme est plus mature, c'est vrai qu'elle l'est, c'est parce que ça permet d'avoir une collaboration plus saine en termes de métriques. Regardez quand même la grosse avancée de TikTok. Donc pour vous expliquer ce graphe, donc en fait c'est les influenceurs qui déclarent quel est leur réseau principal et quel est leur réseau secondaire. Puisque les créateurs de contenu, Jonathan va vous l'expliquer, ils ont des stratégies multiplateformes. Mais il y en a toujours une sur laquelle ils ont plus percé ou sur laquelle ils ont peut-être, on va dire, une légitimité plus importante que les autres. Donc, Instagram, vous voyez, à 91%, et le réseau principal, mais en réseau secondaire, vous avez vu TikTok qui fait une énorme percée. TikTok n'est pas le concurrent d'Insta. Il n'y a pas de concurrence. Ça, c'est ce que les gens qui n'y connaissent rien vous disent. Il y a une complémentarité entre Instagram et TikTok. En tout cas, côté créateur de contenu. Et donc, pour une marque, c'est pas dire j'ai préféré être sur Instagram ou je préfère être sur TikTok. C'est comment je fais pour être sur les deux. Hop, bon, ça, je vous l'ai déjà dit. La moyenne d'âge sur chaque plateforme, vous le regarderez, il n'y a pas de problème. Ça, c'est. Voilà. Et donc, ça, moi, ça me plaît bien. C'est que bon, on fait du market, hein. Donc, il faut qu'on parle volume, il faut qu'on parle chiffre, il faut qu'on parle contenu, quoi. Donc, quand on est créateur de contenu, qu'est-ce qu'on fait par jour? Eh bien, en moyenne, on fait 3 stories et 2,5 Reels, donc vidéos, par mois sur Instagram. Donc, en termes de story, est-ce qu'on peut aller plus loin? Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que si on fait plus, vous le savez, si on va plus loin que 3 stories par jour, ben en fait, qu'est-ce qui se passe? On cannibalise ses propres contenus. Vous faites une story, vous la mettez, vous rajoutez un élément de votre story 1 heure plus tard. Vous ne rendez pas plus visible la story du matin. En fait, vous coupez les jambes de la story du matin et on va dire votre puissance algorithmique, elle va être déportée vers votre dernier contenu. C'est le même principe que sur un post. Pourquoi on vous dit sur LinkedIn ne publiez pas 3 posts dans l'heure? Parce qu'en fait, l'algorithme, il va pas vous. C'est pas parce que vous publiez 3 fois qu'il va vous afficher 3 fois plus. Non, il va prendre votre audience, donc votre audience organique, et en fait, il va lui envoyer un seul contenu. Et il va vous l'envoyer quel type de contenu? Le contenu le plus récent. Donc, si vous publiez 3 posts en 1 heure, par exemple, ce qu'il ne faut absolument pas faire, vous le savez, ben, le post entre guillemets le plus performant, ça sera peut-être votre troisième post, mais le plus performant des 3 posts. Ce ne sera pas le plus performant de votre semaine ou de votre mois, c'est pas possible, puisqu'il aura déjà été bouffé par les 2 premiers. Story, c'est le même principe. Donc, aller plus loin que 3 stories, quand on est créateur de contenu, qu'on vit la performance, c'est compliqué. En revanche, sur les Reels, est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup, pas beaucoup? On ne dit pas réel, au fait, hein. Je voulais vous dire.
On ne dit pas, voilà. C'est quelqu'un de chez Meta qui m'a dit, parce que bon, moi, effectivement, je disais réel, parce que je trouvais ça pas mal. Et il m'a dit non, il n'y a que les Québécois qui disent réel. Bon, on aime bien les Québécois, mais ce n'est pas notre cas. Donc c'est des Reels. Est-ce que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? C'est énorme? Non. Bah, là, il y a une opportunité, vous la voyez bien, l'opportunité. Les créateurs de contenu disent, on fait, allez, on va dire trois, on fait trois réels, trois Reels. Vous voyez, oh là là, je suis piraté là. Trois Reels par mois sur Instagram, c'est-à-dire moins d'un par semaine. Bah, elle est là l'opportunité. En tout cas, pour collaborer avec eux. Si vous voulez bosser avec des créateurs de contenu sur Instagram, demandez-leur d'aller sur des Reels. Parce qu'il y a de fortes chances qu'ils vous disent oui et qu'en plus, vous ayez un Reels pour le prix d'un post. Ah, là, ça m'intéresse. Eh oui. Hop. Alors, les collaborations avec les marques. Je suis toujours dans le timing. Donc, plus de 8 créateurs sur 10 ont réalisé un partenariat. Donc là, je vous rappelle, hein, c'est une étude à partir des influenceurs référencés sur la plateforme Reach, donc Marché France, qui exclut les très gros influenceurs. Pourquoi? Parce que les très gros influenceurs, ils n'ont pas besoin de Reach. Ils ne sont pas référencés sur Reach. Hein. Et on avait donc la moyenne, vous l'avez vu, hein, c'était 130 000 sur YouTube, 80 000 sur Insta et près de 100 000 sur TikTok. Donc c'est ça notre moyenne qui correspond au stade que je vous présente. Donc dans tout cela, dans tous ces créateurs et créatrices de contenu, vous en avez 8 sur 10 qui ont déjà réalisé un partenariat. Ça vous choque? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça... Dites-moi. Ça veut dire quoi, à votre avis? Tout simplement. Je vous rappelle, hein, cette démonstration, vous la faites à vos collègues, à l'équipe com marketing de votre boîte ou au sein de l'agence. Ce n'est pas forcément des experts du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, dis-moi, oui. Bah, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on est créateur, créatrice de contenu, c'est une évidence, d'aller chercher des partenaires avec les marques. C'est-à-dire que le discours d'il y a peut-être 10 ans, de dire ouais, moi je me fais plaisir, je crée du contenu pour me faire plaisir. Il n'existe plus ce discours. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais je passe du temps à faire quelque chose. Et ce temps, je le prends sur ma vie professionnelle quand je suis salarié, ma vie personnelle quand j'ai une famille, je ne sais pas quoi. Donc, je, je, je mets beaucoup de moi-même, je fais des efforts pour créer ce contenu. Ben, faut que ça paye derrière. Qui paye? Les marques. C'est ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que en 2024, il n'y a plus de questions sur créatrice de contenu, partenariat ou pas partenariat. C'est un créateur de contenu, par définition, il a vocation à travailler avec des marques et avec des annonceurs. Pas n'importe lesquels, hein, mais il a vocation. Donc, théoriquement, vous, côté agence, côté marque, ben, quand vous déployez des stratégies d'influence marketing, ben, vous devez pouvoir trouver des gens qui sont en affinité avec vos thématiques et avec votre contenu. Si vous ne trouvez pas, c'est qu'il y a un souci. Ou alors vous faites vraiment quelque chose de très, 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 très niche. Mais même Airbus bosse avec des influenceurs. Airbus. Industriel B2B. Airbus, ce n'est pas une marque qu'on consomme tous les jours. Hein. Et même quand on prend l'avion, okay, on prend un Airbus, d'accord, mais on est client d'une compagnie aérienne. On n'est pas client d'Airbus. Airbus bosse avec des influenceurs et des micro-influenceurs. Ce sera intéressant de voir ce qu'ils font avec eux. Hop. Donc, évidemment, bah, à partir de 5000 abonnés, alors on va dire en dessous de 5000, c'est sympa, hein, 5000 abonnés. C'est bien, hein, c'est quand vous voulez travailler avec votre belle-sœur et vous voulez donner un petit chèque. Hein. Ou alors vous êtes vraiment une toute petite marque. Voilà, vous êtes une petite marque, vous faites un petit lancement. Voilà, vous allez chercher vraiment des petits nano-influenceurs. Je ne dis pas que c'est pas bien de bosser avec eux. C'est juste que, bon, bah là, faut pas espérer gagner de l'argent vous-même. Hein. La gestion de projet avec l'influenceur, c'est du bénévolat. C'est bien quand on est tout petit. Mais à partir de 5000, bon, bah, ça décolle. Ça décolle, et ça veut dire quoi ça décolle? Bah, ça se professionnalise. Et vous aussi, d'ailleurs. Question, tiens, cette question.
je l'avais, hop, je m'étais mis un petit mémo parce que je l'aime bien cette question. Cette année, as-tu eu l'impression que les marques te contactaient plus souvent en direct que l'année dernière? C'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression que les marques t'envoyaient un DM ou t'envoyaient un mail, parce qu'on sait que les influenceurs laissent leurs coordonnées, ils mettent toujours un mail pro, quelque chose comme ça, plutôt que de passer via des agences ou des indépendants qui font de l'influence marketing? Eh bien, regardez ce qu'ils nous répondent. Ils nous répondent à 30%. Oui, je suis contacté plus souvent en direct que l'année dernière. Et donc, moi, je suis agence, hein. Moi, c'est quelque chose qui me fait quand même réfléchir. Ça me fait réfléchir à quoi? Ben, ça me fait réfléchir au fait que ben, peut-être que les agences et les intermédiaires, et notamment les freelances, ben, ils se gavent un peu trop. Et les marques le savent. Voilà, c'est ça. En 2024, c'est fini. L'Eldorado, tiens, je te prends un chèque de 15 000 euros pour aller bosser avec tel et tel influenceur. Et en fait, sur les 15 000 euros, il n'y en a que 5 000 qui vont à l'influenceur et moi, je me prends une part de 10 000 euros. C'est bien, hein. Ceux qui bossent en agence, on peut dire le seuil de rentabilité en agence, on va dire tout secteur confondu, il est plutôt de 40-30% que du 60%, hein. Bah, sur 15 000 euros, je me prends 10 000, et voilà. Ça, c'est, en moyenne, ça c'est fini parce qu'on a en face de nous des clients, des décideurs, des commanditaires qui sont de plus en plus au fait des vrais prix. Et vous allez voir que des études comme ça contribue effectivement à mettre les vrais prix, puisque c'est ma conclusion. Hop, je vais vous le montrer ici. Hop, non, ça. Voilà, les revenus des influenceurs. Eh bien, ça y est, c'est bon. Puisqu'on professionnalise, ben, on a besoin d'avoir un peu plus de transparence. Donc oui, les créateurs de contenu, les créatrices de contenu sont de plus en plus transparents sur leurs revenus, qui ne sont pas si importants que ça. Là aussi, ça vient en, ça vient en écho avec la première partie qui était créateur de contenu mal connu, mal aimé. Bah, effectivement, hein, c'est pas. Il faut sortir de la télé-réalité, il faut sortir des très gros influenceurs qui, effectivement, ont d'énormes revenus. Mais en moyenne, nos influenceurs ici, regardez, hop, attendez, c'est ici, voilà, ils sont plutôt ici, hein. Vous voyez, ils génèrent entre 20 et 100 K par an. Vous allez me dire, c'est énorme. Attendez, là, on parle de ceux qui bossent à temps plein, hein. C'est les revenus. Donc derrière, placez les cotisations sociales, placez les impôts. 50%, grosso modo, hein, vous prenez 50%. Donc en fait, ici, d'accord, vous générez 100 K de revenus annuels. Allez, vous m'enlevez 50%, ça fait 50 000 euros. Donc vos revenus à l'année sont de 50 000 euros. Voilà. À vous d'apprécier si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup. Et là, on parle de nos 100 000 abonnés Instagram, 100 000 abonnés TikTok et YouTube, hein. Donc ils doivent envoyer du contenu, hein. Ils font que ça, que ça, que ça. Là aussi, ça peut peut-être vous inviter à regarder les burn-out de créateurs et de créatrices de contenu. Regardez, hein, ça a été bien documenté. Il y en a beaucoup qui ont témoigné. Vous avez peut-être certains d'entre vous, si vous suivez des influenceurs qui ont fait des pauses et qui ont dit à leur communauté d'ailleurs pourquoi ils faisaient des pauses. C'est parce qu'en fait, c'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. Les tarifs sont en augmentation pour beaucoup de créateurs, mais pas pour tout le monde. Là aussi, donc ça veut dire que le marché se stabilise, mais ça veut dire aussi que, d'ailleurs, c'est bien écrit dans l'étude de Cold Square que je vous invite à télécharger, sur l'inflation. Bah, l'inflation, elle touche aussi les créateurs de contenu, elle touche aussi les budgets des annonceurs. Les marques, en 2024, ont moins d'argent pour alimenter leur budget communication et marketing. Mais elles ont moins d'argent, pourquoi? Parce que les arbitrages qui ont été faits par les instances, par la gouvernance de ces marques, leur a alloué un budget inférieur à l'année précédente, tout simplement. C'est pas qu'elles veulent vous donner moins d'argent, c'est simplement que c'est année de post-inflation. Voilà, 2023 n'a pas été une bonne année, d'une façon générale. Les, les, les performances des entreprises ont été inférieures à celles de 2022. Et 2022 a été une très bonne année, par exemple. Enfin, une très bonne année. Une année plutôt pas trop mal. Et puis 2023, ça y est, l'inflation a pénétré tous les foyers, y compris les marques. Et 2024, on est sur encore ce réflexe, cette rétractation liée à l'inflation. Donc, bah, pour nos influenceurs, c'est également le cas. Et on voit que
En fait, les gros, bah, ils ont tendance effectivement à s'étendre encore plus sur le marché. C'est normal, hein, c'est ça. Hein, quand on est en position de leader, eh bien, on assoit son assise et c'est de plus en plus difficile pour les petits. Et les petits, c'est ceux qui, aujourd'hui, vous voyez, sont à moins de 5000 abonnés et qui essaient de décoller. En général, quand on a 5000 abonnés, on a une activité à côté. On essaie de trouver le bon équilibre entre continuer à développer son activité et puis continuer à gagner de l'argent et à vivre à côté. Et ce n'est pas très facile. Je veux pas vous faire pleurer. Hein, c'est juste être conscient des réalités des gens avec qui vous allez bosser ou peut-être que vous souhaitez devenir vous-même créateur ou créatrice de contenu. Voilà. Hop, bon, ça c'était pas mal aussi, mais vous le regarderez. Non, c'était pas ça ici, oui. Très bien. Donc oui, de plus en plus de créateurs de contenu vivent de cette activité. Donc la professionnalisation, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est quand on assume de dire, ça y est, c'est mon métier. Jonathan va vous en parler. Il a été longtemps salarié. Il a travaillé pour une grande agence. Il vous racontera ça aussi. Et puis peut-être enfin, si tu veux bien en tout cas, partager le moment où tu t'es dit, ça y est, en fait, j'arrête cette double vie. Parce qu'il a eu pendant longtemps cette double vie d'influenceur B2B et son job dans une agence, de se dire, ça y est, je me lance. Eh bien, encore en 2024, on a de plus en plus de créateurs qui vivent de cette activité et donc dont c'est le métier. La loi influence et son impact, les slides sont très bien fichus, mais je vous la fais en 30 secondes. France, pays pionnier dans la réglementation de l'influence. Voilà, donc c'est une démarche du ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui est plutôt une bonne chose, parce que cette loi influence, alors au-delà effectivement des impératifs, vous savez, où il faut indiquer une collaboration, donc ça encadre aussi le travail des influenceurs qui doivent indiquer pour qui ils travaillent, quel est le communautaire de cette campagne. Ça a permis aussi d'assainir les relations au sein de l'écosystème entre les créateurs de contenu, les agents, agentes éventuels, les agences et la marque même. Donc vous verrez, voilà, c'est ce qui est intéressant là, c'était dans cette étude, ils ont interrogé les créateurs et créatrices de contenu sur le fait qu'ils connaissaient ou pas la loi. Il y a plus de 75%, ils la connaissent et ils l'appliquent. Donc là aussi, on a affaire à des gens sérieux. Hein. Hop. Et c'est mon dernier point, celui donc l'influence responsable. Alors l'influence responsable, vous allez me dire, oh, c'est quoi ça, cette influence responsable? On en a marre, arrêtez de nous faire des leçons de morale. Non, il n'y a aucune leçon de morale. C'est les influenceurs, enfin c'est les créateurs de contenu eux-mêmes qui sont interrogés sur ce qu'est l'influence responsable. Et en fait, ceux qui sont en première ligne de tous ces arnaqueurs-là, vous savez, ces faux créateurs, créatrices qui sont enregistrés au Luxembourg, à Dubaï, vous avez tous vu ces scandales-là sur des produits qui étaient nocifs, notamment cosmétiques pour la peau, qui étaient hors réglementation française, etc., etc. Il y en a très peu qui font ça. Mais c'est vrai qu'il suffit d'en avoir un pour ensuite avoir des retombées médiatiques négatives, comme on a pu le voir lors du premier point. Donc, oui, effectivement, les arnaques, le manque de transparence, ce sont les premiers ennemis d'une influence plus responsable. Une influence plus responsable, c'est quoi au-delà de la RSE, c'est que moi, en tant qu'agence ou en tant qu'annonceur, quand je bosse avec un influenceur, j'ai confiance. C'est surtout ça. Je rappelle que notre société, notre marché, le commerce, c'est basé sur la confiance. Voilà. Je vais t'acheter quelque chose parce que j'ai confiance en toi. Tu vas m'acheter quelque chose parce que tu as confiance en moi. Avoir confiance, c'est pas qu'on a envie de se faire des bisous. Hein. Avoir confiance, c'est plutôt se dire, OK, j'ai confiance en ce que tu me dis, en ce que tu me montres et ce que tu m'affirmes. La confiance n'exclut pas le contrôle. Hein. Montre-moi les chiffres, montre-moi les certificats, montre-moi les labels, mais c'est avant tout ça. C'est la même chose avec nos influenceurs. 2024 n'est pas l'année propice, on va dire, à la valorisation de l'environnement et de l'écologie. Alors, je ne dis pas qu'il faut c'est pas un sujet de préoccupation. C'est juste que par rapport à, on va dire, depuis 2021, 2022, 2023, donc les précédentes études REACH, où on avait systématiquement la planète et protéger l'environnement qui était en premier, ce n'est plus le cas maintenant. Parce qu'il y a d'autres préoccupations. Alors là, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de politique pour imaginer ce que c'est, mais quand vous interrogez les Français sur leurs préoccupations pour les législatives qui approchent, c'est le pouvoir d'achat.
c'est pas protéger la planète. Donc forcément, les créateurs et créatrices de contenu, ils sont à l'image de la société. Et donc, bah ouais, on va dire que la préoccupation environnementale, elle est là, mais elle est pas prioritaire. Donc, vous êtes une marque éco-responsable, bio, etc. Ça va être de plus en plus difficile de pouvoir travailler avec des créateurs et créatrices de contenu qui partagent les mêmes valeurs jusqu'au boutiste que les vôtres. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que moi, effectivement, je suis peut-être une influenceuse, enfin une créatrice de contenu beauté, cosmétique bio, ok, très très bien, mais j'ai une marque qui va me contacter qui est peut-être pas complètement bio et complètement, on va dire, dans ma norme, bah, peut-être que je vais me laisser séduire et bosser avec elle. Sauf que bah, la marque avec qui j'ai bossé il y a 6 mois, qui elle était à fond bio, green, je sais pas quoi, bah, son image va aussi être impactée par le fait que 6 mois plus tard, je fais un partenariat avec une autre marque. Et c'est ça qui est compliqué aussi quand on bosse avec des créateurs et créatrices de contenu, c'est qu'ils ne vous appartiennent pas. Et quand vous faites un partenariat avec eux à l'instant T, bah, le partenariat s'arrête à partir du moment où vous avez signé le contrat et que la campagne est partie. Voilà, compliqué. Mais ils sont toujours aussi engagés, nos influenceurs. Voilà, en tout cas, ils se déterminent comme étant engagés. Et donc, un petit peu à l'image des footballeurs et des stars, qu'ils ne sont pas, hein, mais ils cherchent à avoir un impact positif, et notamment en s'engageant auprès d'associations. Alors, vous avez des grosses manifestations de la part de gros influenceurs auxquels viennent se greffer des plus petits, donc notamment le Z-Event, que vous connaissez peut-être tous. Voilà, donc il y a des polémiques autour du Z-Event, mais d'une façon générale, c'est quand même un truc hyper positif, qui est un peu comme un téléthon, en fait, un téléthon moderne, beaucoup plus moderne, pour générer des dons vis-à-vis de l'association qui a été choisie pour l'année en cours. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des créateurs et créatrices de contenu qui sont très engagés localement dans des associations de sans-abri, de réfugiés, etc., etc. Et donc, ça fait partie forcément des contenus qu'ils partagent. Donc, en tant que marque, il faut savoir si vous êtes aussi en adéquation avec ça. Alors, quand on travaille avec des stations de réfugiés ou de sans-abri, c'est plutôt cool, c'est assez consensuel. Mais je ne sais pas, quand on milite dans une association écolo ultra, je sais pas, qui plante des SUV, voilà, ce qui est le cas, alors je vous le dis parce que c'est le cas d'une influenceuse qui a bossé avec une marque, donc la marque n'avait pas suffisamment fait attention à ce qu'elle partageait. Et il se trouve que ben, c'était une marque de bagnole, voilà. Donc, bon, c'est un petit peu con de, voilà, de bosser avec une influenceuse qui, ensuite, le week-end, montre un calife dans un SUV pour dire Sempre libertad. Voilà, tant pis, t'as payé, c'est comme ça. Allez, hop. Et donc, intéressez-vous aussi aux différentes autorités du marché. Donc, l'ARPP, est-ce que c'est ce que c'est l'ARPP? Qu'est-ce que c'est l'ARPP? Avec Christophe Danet, vous savez forcément ce que c'est. Ouais, c'est l'autorité de régulation de la publicité, donc en France. Il sort des études tous les ans, mais en gros, c'est quand même notre entité régulatrice. Et donc, l'ARPP sort un certificat de l'influence responsable. C'est comme un label. C'est comme un label avec des critères à respecter qui vont là aussi permettre pour des marques de se dire, bah, tiens, je voudrais travailler avec un influenceur, une influenceuse qui a le certificat de la RPP parce que bah, ça génère un petit peu plus de confiance. Voilà. Il n'existe pas encore ce certificat, mais vous voyez, quand on interroge les influenceurs, voilà, ils vous disent bah non, je ne connaissais pas ce certificat. Donc, encore du boulot de la part des autorités pour communiquer sur leur dispositif, mais en tout cas, on va vers ça. C'est normal. Dès qu'un marché arrive à maturité, ben, il y a des règles à imposer. Hop, et voilà. Donc, cette étude, vous la retrouvez donc sur Reach. Vous tapez Reach étude influence marketing 2024. Vous pourrez la télécharger. Il suffit de mettre une adresse mail. Téléchargez également l'étude Call Square. Il y a plein de chiffres. Enfin, au-delà des chiffres, c'est plutôt en fait des insights pour prendre la température de ce qu'est l'influence aujourd'hui. Cette partie de l'avenir de l'influence, je vous laisserai la lire également euh, parce que ça correspond en tout cas à ce qu'on est en train de vivre pour ceux qui bossent déjà avec des influenceurs. Comme dans n'importe quel milieu artistique, bah, de plus en plus, vous avez maintenant des agents.
Voilà, ben, les agents, ils sont là pour faciliter la vie des créateurs et des créatrices de contenu. Bon, je ne sais pas si Jonathan a un agent, il va nous le dire, mais peut-être que certains d'entre vous souhaiteraient faire ce métier. C'est un métier qui a de l'avenir, c'est là aussi un métier qui se professionnalise. Donc, je reprends mon exemple des footballeurs. L'agent, ce n'est pas votre sœur ou votre frère que vous transformez en agent. Là, on parle vraiment de quelqu'un dont c'est le métier. Pour les sportifs, c'est plutôt des avocats ou des gens qui viennent du milieu juridique. Dans notre cas ici, pour l'influence marketing, c'est plutôt des gens qui viennent du marketing, forcément. Donc, c'est potentiellement vous, si vous le souhaitez. Donc, vous allez encadrer, aider à développer le travail d'un créateur ou d'une créatrice de contenu, mais pas que. Ça peut être aussi, vous pouvez être agent de plusieurs créateurs et créatrices de contenu. Voilà, en tout cas, le marché se structure comme ça. Vous avez Reach, vous avez CallSquare, vous avez Matryoshka qui sont des agences installées sur le marketing d'influence, mais ils ne sont pas agents d'influenceurs. Ils n'ont pas des contrats avec les influenceurs. Simplement, ils aident les marques à pouvoir travailler avec eux sur des opérations, sur des campagnes. Mais leur objectif, ce n'est pas d'avoir des pools d'influenceurs. Ce n'est pas leur métier. Ça reste des agences de communication. Là, on parle plutôt du boulot d'agence, c'est-à-dire qu'en gros, on vous contacte comme une agence, comme un agent d'artiste qui va dire bah, tiens, tu vas travailler avec tel ou tel artiste, on va cadrer la collaboration. C'est moi qui vais tout faciliter, je vais faire la logistique, etc. Et de façon à ce que le créateur et la créatrice de contenu soient concentrés uniquement sur ce en quoi il est fort, c'est-à-dire créer le contenu. Ok, voilà, tac.